Salut, c'est Chevalier Chaka. Si je vous demandais de citer l'arc que vous considérez le plus mauvais de SAO, vous allez me dire... Non mais en dehors de Calibur. Non pas que je n'entende pas les critiques autour de cet arc, mais j'ai quand même du mal à le juger sur le même pied d'égalité que les autres. Calibur est au mieux ce qu'on appelle un arc mineur, une nouvelle de 103 pages dans le light novel, édition française, et 3 épisodes en anime. Ah, et un one-shot en manga. Bref, on en reparlera peut-être plus en détail un jour, mais je pense que Calibur ne peut pas être jugé sur les mêmes critères qu'un arc qui ferait quelque chose comme 2 tomes en roman, ou 11 épisodes en anime, comme Fairy Dance, au pif. Fairy Dance qui est généralement la réponse coutumière donnée quand on parle du plus mauvais arc de Sword Art Online. Et les critiques qui lui sont faites sont nombreuses. On cite principalement le monde de Alfheim qui serait moins intéressant que Lenkrad, l'absence de tension due au fait qu'on ne peut pas réellement mourir, Kirito cheaté, oui encore, Asuna qui ne sert qu'à jouer la demoiselle en détresse, et son némésis assez caricatural. Oui, ça en fait des défauts. Mais nous reviendrons plus tard sur ces aspects. Ce ne sont pas ceux qui m'intéressent le plus. Donc, abordons directement l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire Sugua, et plus précisément la relation qu'elle entretient avec son frère adoptif, Kazuto, ainsi que tout l'aspect incestueux qui en découle. Relation que de nombreuses personnes qualifient au mieux de totalement malsaine, ou au pire de pur fanservice pour attirer le whips dégénéré, et je ne me sens pas du tout visé. Dans un cas comme dans l'autre, la conclusion est la même, l'inceste c'est pas bien et on n'en veut pas dans nos fictions, sauf si c'est un mec. Là ça passe quoi. En ce qui me concerne, c'est plutôt l'inverse. Non seulement je ne vois pas cette relation comme dérangeante, mais j'irais même jusqu'à dire que le personnage de Sugua ainsi que son développement est l'atout majeur de Fairy Dance. Et si par atout vous pensez à son tour de poitrine, sachez que ce n'est pas une décision de l'auteur, ni même de son illustrateur. En réalité, Abeck l'avait dessinée avec des formes bien plus conventionnelles, mais ce rédacteur aurait insisté pour qu'elle ait plus de, je cite, présence visuelle, chose qu'il aura d'ailleurs eu du mal à intégrer dans son chara-design. Maintenant qu'on a mis ça au clair, reprenons depuis le début. Qui est Sugua ? Sugua Kirigaya est la sœur adoptive du personnage principal, Kazuto. Au départ, ces derniers ont une relation assez normale de frère et sœur, mais déjà, les choses vont changer lorsque Kazuto décide d'arrêter le kendo après 2 ans de pratique. Quand il l'annonce à son grand-père, homme très strict qui supervise leur entraînement, celui-ci se met à le châtier physiquement. Pour le protéger, Sugua s'interpose et promet de s'entraîner pour 2 s'il jure d'arrêter. Cet événement fera nourrir des remords à Kazuto, qui pense que sa sœur ne continue le kendo que pour compenser son égoïsme de l'époque et qu'elle aurait peut-être souhaité faire autre chose. C'est ce qu'il confiera à Silica lors de leur rencontre. Ces remords font qu'il commence à s'éloigner d'elle, et même si on ne peut pas confirmer son ressenti, il est vrai que lorsqu'il admire sa sœur en train de s'entraîner et qu'il la félicite pour sa concentration, elle lui répondra un simple « c'est la routine », prêtant à croire qu'elle n'y prend pas forcément plus de plaisir que ça. Mais évidemment, c'est la découverte de sa généalogie qui portera le coup de grâce à leur relation. Lorsque Kazuto comprend que ses parents ne sont pas ses réels parents, et que sa sœur est en réalité sa cousine, il va commencer à nourrir une suspicion systématique envers les gens en face de lui, se mettant à douter de tout et de tout le monde, et préférant se réfugier dans les mondes virtuels, ce dont nous avons déjà parlé dans la vidéo qui lui était dédiée. Ce comportement va profondément blesser Sugua, qui ne comprendra pas pourquoi son frère prend ses distances alors que rien ne semble avoir changé dans leur quotidien, faisant qu'elle continuera de se comporter de manière chaleureuse envers lui, comme si de rien n'était, dans l'espoir de retrouver leur complicité. C'est probablement à cette période que va naître son aversion pour les gens en ligne. Puis arrive l'incident SAO. D'abord bouleversé, Sugua va rejeter en bloc les mondes virtuels, ceux-là même qui lui ont volé son frère, et ça d'une certaine manière, déjà bien avant Sword Art Online. C'est également à cette période qu'elle découvre la véritable parenté qu'elle a avec Kazuto, par la bouche de sa propre mère. Chose qu'elle aura d'abord du mal à assimiler. Un peu comme une phase de déni, elle se demande si c'est pour cette raison que son, finalement cousin, se réfugie dans les mondes virtuels. Alors, afin de comprendre ce qu'il pouvait bien l'y attirer, ou plutôt afin de retrouver ce lien qu'elle a perdu avec lui, elle finit par tester un vieil MMO du nom de Alfheim Online, plus communément appelé Halo. Et ce sera plus pratique pour moi aussi. C'est une seconde révélation pour elle, et sa rencontre avec Lifa. Car Lifa est un personnage à part à ce moment de l'histoire, du fait qu'elle incarne l'antithèse des protagonistes de SAO. Là où le jeu mortel a imposé d'apparaître sous sa véritable apparence, Halo génère des avatars aléatoirement purement fictifs, ce qui fait que Lifa s'avère visuellement aux antipodes de Sugua, entre la chevelure d'un blond intense et la tenue beaucoup plus révélatrice. Le point de divergence le plus flagrant sont néanmoins ses yeux, qui sont d'un vert scintillant chez Lifa, alors que bien qu'étant verts également dans le monde réel, ceux de Sugua sont beaucoup plus ternes, symbole de l'opposition entre la grise réalité et les mondes virtuels aux moultes possibilités. Lifa incarne donc l'idée qu'on se fait à l'origine d'un jeu en ligne, le fantasme d'évasion. C'est une personne libérée d'obligations et de contraintes, dont le seul désir est de voler indéfiniment dans l'étendue du ciel bleu, prête à quitter sa guilde du jour au lendemain pour aider ce Spriggan du nom de Kirito, tout simplement parce qu'elle en a envie. Sugua peut oublier sa vie routinière entre l'école et le kendo et ses sentiments naissants envers un frère qu'il ignore complètement pour s'évader lorsqu'elle est Lifa,
Et s'il est vrai que le système d'Halo impose une apparence aux joueurs, il faut quand même noter deux choses. La première est qu'il est possible de modifier son avatar moyennant finance. On peut donc déduire que si Leafa est toujours ainsi, c'est un choix délibéré de la part de Sugua. Et surtout, il y a ce fameux poster accroché au plafond de sa chambre, prouvant l'attachement et l'admiration qu'elle nourrit pour son alter ego virtuel. Et donc l'emplacement, juste au-dessus de son lit, renvoie symboliquement au rêve. De ce fait, et aussi bête que cela puisse paraître à dire, Sugua n'est pas Leafa, et Leafa n'est pas Sugua. Or, c'est une différence fondamentale dans le monde de Sword Art Online. Parce que nous l'avons vu dans la vidéo sur Kirito, le personnage principal de SAO est l'incarnation de cette idée que les mondes virtuels et les mondes réels ont la même valeur. Or, les rescapés de l'Encrad ont en commun cette vision, car ils ont littéralement vécu dans un jeu pendant 2 ans, avec leur véritable apparence. Ce qui fait qu'ils ne se cachent plus derrière un avatar et conservent globalement un visuel très proche de ce à quoi ils ressemblent dans le monde réel, et ça, quel que soit le jeu. Sugua, elle, n'est pas dans cet état d'esprit, et continue de mettre un point d'honneur à se dissocier de son avatar, comme lorsqu'elle rabroue son camarade de classe, qui l'appelle par son pseudonyme par inadvertance à l'école. Car elle a besoin de continuer à rêver à travers ces mondes virtuels, et pour cela, les deux ne doivent pas commencer à s'entremêler. Malheureusement, ce n'est pas le message de SAO, et ce message, elle va le comprendre de manière bien opposée à celle de son frère. Lorsque Leafa découvre la véritable identité de Kirito, c'est en fait Sugua qui comprend qu'on ne peut pas fuir la réalité. Alors qu'elle pensait pouvoir échapper aux sentiments conflictuels qu'elle éprouvait dans le monde réel en tombant amoureuse de Springan à la grosse épée, voilà qu'il s'avère n'être autre que son frère. Cette séquence en anime est probablement l'une des meilleures offertes par Tomohiko Ito, le réalisateur de la saison. Dans un silence absolu, Sugua fait sa déclaration. Mais c'est une déclaration triste, amère, entre l'appel à l'aide, puisqu'elle a bien conscience que cet amour ne peut être ni réciproque ni exister, mais également pleine de colère envers celui qui lui a arraché son échappatoire et imposé sa vision des mondes virtuels. Or, la seule réponse qu'est capable d'offrir Kirito, c'est un misérable « pardon », avec son meilleur regard de cocker triste. Réponse pathétique, mais pourtant parfaitement cohérente avec notre personnage principal, totalement inapte en termes de relations humaines. Puisqu'en tant que spectateur, on sait ce que pense réellement Kazuto, et qu'il ne s'est pas éloigné de sa sœur adoptive pour les raisons qu'elle imagine, ce qui sera confirmé par l'épisode suivant dans l'anime. Mais face à cette déclaration, celui-ci est incapable d'exprimer réellement ce qu'il ressent, la laissant lui refermer la porte au visage, et donc, comme elle le dit, trahir son propre cœur. Et comme dit juste avant, c'est en opposition avec la façon dont l'a vécu Kirito, qui, presque comme une épiphanie, a réalisé qu'il pouvait de nouveau faire confiance aux gens et cesser d'être sur la défensive en permanence grâce à SAO. Là où pour Sugua, c'est une véritable désillusion vécue dans les larmes. Mais après la dépression vient l'acceptation, et Leafa comme Sugua finiront par faire le deuil de ce sentiment à l'égard de Kirito. Du moins dans cet arc. Après, ça rétropédale pas mal. C'est ce qui illustre un autre moment capturé de manière parfaite par l'anime, la danse de Kirito et Leafa à la fin de la saison. Ce qui est, je pense, la fameuse Fairy Dance. Après avoir partagé un moment privilégié avec son frère, lors d'une valse en plein air, elle lui déclare qu'elle ne peut pas le suivre, car là où il va, c'est trop loin. Une image pour signifier que celui en face d'elle est désormais dans une réalité trop différente de la sienne, qu'il a vécu, ainsi que les autres survivants de l'Encrad, quelque chose qu'elle ne pourra pas connaître, et donc leur lien privilégié est à tout jamais perdu. Mais toujours aussi peu subtil, l'image va littéralement passer au-dessus de la tête de Kirito, qui lui affirme l'inverse avec comme argument le fait que la forteresse volante est désormais intégrée dans Halo. Comme si revivre les étages sans risquer de mourir et pouvoir se déconnecter à l'envi offrait la même expérience que celle du jeu mortel. Je dois admettre que ça m'a un peu gâché la séquence lors de mon premier visionnage. Mais aujourd'hui, je pense que c'est cohérent avec ce cher Kazuto, pour qui les mondes virtuels sont tout aussi importants que les mondes réels. C'est naïf et ça ne prend pas en considération les sentiments de sa sœur, mais c'est effectivement comme ça que raisonne Kirito l'épéiste. Mais c'est aussi pour ça que Sugua est toujours un peu à part dans les personnages secondaires de SAO, à l'image de Shino, qui resteront toujours à distance des autres, un peu comme des satellites gravitant autour de l'Encrad, n'ayant jamais la même complicité que partagent les autres rescapés. Car même si des personnages comme Lisbeth ou Silica ne sont pas très présentes, elles possèdent un lien unique avec Kirito, que Leafa et Sinon ne pourront jamais posséder. Est-ce pour cela qu'elles auront le droit de briller plus que les autres lors de l'arc Alicization? Eh bien, nous verrons ça en temps et en heure. Ça vous va? Tout ça pour en venir à ce point, Sugua ou encore Leafa est probablement l'aspect le plus passionnant de l'arc Fairy Dance. Alors, pourquoi est-ce aussi l'aspect le plus critiqué, ou du moins celui dont on entend le plus parler? Comme d'habitude, je n'ai pas la réponse définitive, uniquement des suppositions. Mais on peut imaginer que le premier arc, particulièrement l'anime qui l'a popularisé, a donné une image faussée de ce que comptait délivrer SAO. Et donc, comme Kirito, régulièrement critiqué du fait qu'il n'incarne pas les valeurs traditionnelles du héros adolescent, et qu'il manque de charisme, Sugua dérange car elle aborde des thèmes qu'on ne pense pas trouver lorsqu'on regarde un shonen neketsu. On ne cherche pas à être titillé dans ses croyances ou ses principes moraux. On veut du spectacle avec des héros au sens moral irréprochable. Ou quand ils ont des défauts, ça ne doit être que de nature à les rendre encore plus cool. Pas nous renvoyer à nos propres travers. Ce que beaucoup semblent attendre de SAO. Et c'est probablement pour ça qu'ils ne cessent d'être déçus. En réalité, tous les arcs sont conçus autour de deux axes récurrents.
un univers virtuel et un protagoniste ayant une défaillance au niveau de sa personnalité. Kirito est introverti, Sugua est amoureuse de son frère, Shino est traumatisée, etc. Donc non, Sugua ne se résume pas à « elle veut se taper son cousin ». C'est bien plus complexe que cela, et Riki Kawahara retranscrit plutôt bien les sentiments conflictuels que peuvent ressentir son personnage, puisqu'elle a bien conscience que cette situation est anormale et qu'elle cherche à s'en défaire. Mais sa seule échappatoire que sont les mondes virtuels vont finalement lui rappeler qu'on n'oublie pas facilement ses sentiments. Et à la base, si on pouvait choisir de qui on tombait amoureux, tout serait bien plus simple. Et les romances dans les fictions, pas franchement intéressantes. Mais peu importe l'exécution, ceux qui reprochent l'aspect incestueux du personnage s'arrêtent au postulat, et ça pourrait être écrit d'une main de maître, ce qui n'est pas le cas, on va pas se mentir, ça les dérangerait quand même. Je prêche donc probablement des convertis ici, mais disons qu'au moins, vous savez à quoi vous en tenir pour la suite. Et puis dans l'anime, la seiyuu est une habituée de ce genre de rôle, puisque c'est également elle qui double Kirino dans Reimo. Si c'est pas une preuve de qualité, ça? Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une simple lubie ajoutée pour satisfaire les weebs, mais au contraire de l'aspect sur lequel l'auteur savait clairement où il voulait aller. A contrario de tout le reste. Parce qu'il faut bien admettre que cet arc est le plus bancal sur à peu près tous les autres tableaux. Le problème majeur est que celui-ci succède à l'Encrad, qui en plus d'avoir été peu exploité, était d'abord conçu comme un one-shot pour un concours. Fairy-Dance avait donc pour mission de relancer l'intérêt du public, lecteur ou spectateur, sans pouvoir s'appuyer sur la forteresse volante, dont la quête était censée être terminée. Tâche qui n'était clairement pas des plus aisées, encore moins pour un romancier débutant. D'autant que Kawahara s'était donné une contrainte de taille, puisque ce dernier ne voulait plus s'appuyer sur la ficelle un peu trop voyante du jeu de la mort, et réussir à retranscrire la tension que l'on pouvait réellement ressentir en jouant à un MMORPG, alors qu'en soi, on ne peut pas mourir. C'est ce qu'il explique dans la postface du tome 4 japonais. Sauf que si cette intention était des plus ambitieuses et des plus nobles, il faut admettre que ce n'est pas réussi. Ce n'est pas parce qu'un auteur justifie certains défauts comme volontaires que ce ne sont pas pour autant des défauts. Et ce sont des défauts ici, puisqu'il est très difficile de s'intéresser au monde d'Halo. Le premier problème est qu'il ressemble à une antithèse un peu trop systématique de l'Encrad. Plusieurs races jouables alors que tout le monde était humain précédemment, usage de la magie en opposition à un système basé uniquement sur les techniques d'épée, possibilité de voler, etc. Rien ne semble réellement fait de manière à vraiment enrichir le monde d'Halo, mais plutôt souligner au stabilo sa différence avec le jeu précédent. Et probablement que l'auteur en avait conscience, car même s'il se sépare de la mécanique de la mort dans le jeu, il faut quand même un but tacite. Et c'est Asuna, toujours dans le coma et qui risque d'être marié de force, qui s'y colle, créant un sentiment d'urgence et ancrant l'objectif du héros dans le réel, allant quelque peu en opposition avec l'intention initiale de l'auteur. Du coup, toute l'histoire entre les différentes factions du jeu et l'IFA qui doit porter secours à sa guilde apparaissent comme hors sujet, et on a du mal à croire que Kazuto va prendre le risque de faire un tel détour, alors que l'amour de sa vie est entre les mains d'un maniaque. Tout est clairement bâti de manière artificielle afin de permettre à ses nouveaux camarades de venir lui prêter main forte lors de la quête finale dans un combat épique. D'ailleurs, puisqu'on parlait de maniaque, le Némésis Sugonobuyuki, ou Oberon, est clairement dans la catégorie des méchants pas subtils de la série, expliquant ses plans machiavéliques à Kazuto au beau milieu de l'hôpital dès le début parce que... probablement qu'il désespérait le dire à quelqu'un, afin qu'on sache que c'est un vilain. Non, vraiment, je sais pas. Avec en conclusion, la forteresse volante qui s'invite littéralement dans le monde d'Halo. J'avais dit que son ombre planait dans tous les arcs de la série, mais c'était une image, hein. Je ne pensais pas à quelque chose d'aussi littéral qui semble nous dire « Ok, rangez votre monde de fillettes, papa est de retour ». En clair, pas le travail le plus subtil de Riki Kawahara, et pour le coup, l'anime n'y est pas pour grand chose dans sa mauvaise réputation. Hormis l'absence de la partie Helheim, qui introduisait Excalibur, ce qui pénalise le final, mais surtout l'arc dont c'est le nom. Sauf que vu qu'il ne restait que 11 épisodes, on peut imaginer pourquoi cette partie fut sacrifiée à l'époque. J'ai même envie de dire que pour avoir régulièrement critiqué l'adaptation d'Ito, je dois bien admettre qu'il délivre probablement ici certaines de ses meilleures séquences, au ton plus intime et plus proche de ses précédents travaux, et pour le coup améliorant le matériel original, comme lorsqu'il souligne discrètement le besoin d'évasion de Sugua en plaçant des capteurs de rêve dans sa chambre. Bon, par contre les limaces... mais je vois pas ce qu'il aurait pu faire en fait. Forcément, coincé entre tous ces problèmes, le personnage de Sugua a du mal à briller comme il le devrait, et probablement que la qualité générale de cet arc a renforcé pour certains la sensation que son histoire ne servait à rien, et que ça n'avait rien à faire dans SAO, que c'était du temps perdu qui aurait dû être exploité pour mieux développer l'univers de Halo. Malgré tout, même si l'ensemble est raté, il est à l'image de Sword Art Online, maladroit, écriture inconsistante, parfois trop naïf, mais bourré de bonnes idées et de concepts ambitieux, avec un personnage qui réussit à tirer son épingle du jeu. Ce qui fait que dans le fond, je n'arrive pas à détester complètement Fairy-Dance. Et ainsi, même si cet arc est loin de nous offrir la musique la plus entraînante, grâce à sa cavalière, la danse n'en reste pas moins plaisante. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!